Le Nil. Principale artère de communication entre la Méditerranée et l'Afrique équatoriale, la vallée du Nil est, depuis l'aube de l'histoire de l'homme, un des berceaux de la civilisation. Tout ce qui vit le long de ses rives est tributaire de ses eaux, car en Nubie soudanaise, à près de 2000 km de la Méditerranée, il ne tombe pas une goutte d'eau du premier au dernier jour de l'année. La seule réserve d'eau est le Nil, qui trace un sillon fertile à travers le désert de sable et de rochers. La région qui borde cette partie du Nil porte l'ancien nom de Couche. Il y a 5000 ans, les armées et les marchands empruntaient ce couloir qui relie l'Égypte à l'Afrique. Aujourd'hui encore, entre le port fluvial d'Assouan en Égypte, à 360 km au nord, et la ville frontière de Wadi Alpha en Nubie soudanaise, tout le trafic passe par le Nil. Wadi Alpha, ville frontière, port fluvial, tête de ligne d'un chemin de fer, population 30 000 âmes environ. Avenir, l'oubli. La région de Wadi Alpha est pratiquement un musée vivant. Les traditions de ses habitants n'ont pas varié depuis le passé le plus reculé. Mais bientôt, ces gens devront abandonner leur terre ancestrale pour être regroupés ailleurs au Soudan. Bientôt, l'immense lac artificiel qui s'étendra en amont du nouveau haut barrage d'Assouan engloutira les plantations, les docks, la gare de triage, la ville entière. Aujourd'hui, Wadi Alpha s'étire sur la rive droite du Nil, serré entre le désert et le fleuve. Le nouveau lac s'étendra sur une longueur de 160 km à l'intérieur du Soudan, submergeant la seconde cataracte et avec elle, nombre de vestiges antiques, des villes, des tombeaux, des temples et plusieurs grandes forteresses. Une carte aérienne établie par l'UNESCO des sites archéologiques au niveau de la deuxième cataracte a littéralement révélé des centaines de constructions et de nécropoles dont jusqu'à présent on ne soupçonnait même pas l'existence. Ce qui frappe d'abord dans la région, c'est la ligne des fortifications formidables qui s'échelonne le long des 80 km de la cataracte. La forteresse de Mirgissa en est un exemple. Ses remparts intérieurs n'ont pas moins de 400 mètres de long. On connaît 12 de ces forteresses construites il y a 4000 ans par les Égyptiens du Moyen Empire pour tenir les routes du commerce et pour assurer la sécurité des transports de l'or en provenance de l'Afrique. Toutes ces forteresses sont vouées à la destruction. À Mirgissa, ce garçon traverse en courant l'entrée fortifiée, profonde de 50 mètres, d'un mur fait en briques de boue. Une telle largeur laisse supposer que le commandement égyptien avait un certain respect pour les peuples voisins, les Couchites. Semna se trouve également dans la zone qui doit être inondée. Ici, il y a 40 siècles, un roi d'Égypte fixa la frontière sud de son royaume. À cet endroit, les roches cristallines resserrent le fleuve en un étroit couloir de 35 mètres de large. Point fort naturel où les anciens Égyptiens édifièrent 3 forteresses pour tenir sous leur contrôle les mouvements des tribus nubiennes voisines. Là, dans cet enfer de sable et de rochers, les soldats de la garnison, si loin de leur verte patrie, pouvaient dans un petit temple vénérer leur dieu. Ce temple a été construit par le roi guerrier Thoutmôsis III sur l'emplacement d'un premier édifice religieux. 1000 ans plus tard, ou à peu près, un monarque du royaume soudanais de Couche gravait dans la pierre une inscription qui n'a pas encore été traduite. Semna, comme toutes les forteresses, était pratiquement imprenable. Même assiégée,
la garnison avait accès au Nil par des tunnels protégés. Les réservoirs d'eau faisaient l'objet d'une défense particulière, car dans cette région sans pluie, les soldats couraient le risque de mourir de soif. Les factionnaires qui montaient la garde sur les remparts de Semna-Ouest voyaient à travers le défilé la forteresse sœur de Semna-Est. Dominant le fort, un temple de pierre dédié au dieu Khnum, dont la construction a été terminée 1500 ans avant Jésus-Christ par Menkeperre, Thoutmôsis III. Le temple révèle un drame humain de l'Empire égyptien. Cette prière à Khnum, dieu de la cataracte, a été gravée par un vice-roi de Couche, probablement Ouser-Saatet. En dépit de son immense pouvoir, son nom et son effigie ont été délibérément effacés en témoignage de sa disgrâce auprès du pharaon. On ignore ce qui a causé sa perte. Les bâtisseurs des forteresses avaient érigé un barrage entre Semna-Est et Semna-Ouest, et les eaux du Nil atteignaient un niveau supérieur de 8 mètres à ce qu'il est aujourd'hui dans les périodes d'inondation, créant ainsi un lac qui permettait de naviguer loin à l'intérieur de l'Afrique. Ce bateau est un descendant direct des embarcations représentées sur les tombeaux égyptiens. Il n'y a pas d'entretoise. La poutre centrale maintient les planches bord à bord. La seconde cataracte est véritablement un musée vivant de l'Antiquité la plus reculée. Voici un autre exemple de ces traditions qui se sont maintenues intactes. Les Nubiens du XXe siècle cèdent pour nager des mêmes fagots de roseaux que ceux qui sont peints sur les tombeaux. Située sur les hauts de l'île du Roi, Huronarti est une forteresse condamnée aussi à disparaître sous les eaux. Aujourd'hui, sentinelle millénaire, elle veille encore sur les flots tumultueux de la cataracte et sur le désert où tant d'armées sont jadis passées. C'est dans cette partie du désert qu'a été trouvée la plus ancienne inscription jamais découverte au Soudan. Elle est antérieure de 10 siècles à la construction des forteresses. Il y a 5000 ans, le roi Djer de la première dynastie d'Égypte commanda une armée en terre de Couche et il grava en hiéroglyphes archaïques le récit de ses victoires. Plus au nord, Firka est plus proche de nous. C'est une des premières églises chrétiennes, un des premiers monastères de Nubie. Toute cette région a d'abord été convertie au christianisme par des missionnaires venus de Byzance, aujourd'hui Constantinople. Par la suite, de petits royaumes chrétiens étendirent leur pouvoir sur la région et les communautés religieuses connurent une vie florissante. Pendant 800 ans, le christianisme se maintint en Nubie. Puis la montée de l'islam le submergea. Alors les églises tombèrent en ruine. Elles seront définitivement perdues lorsque les eaux les recouvriront. Certaines contiennent des fresques d'une grande importance. Très peu d'entre elles ont fait l'objet de fouilles. Derrière les remparts d'un ancien fort égyptien, à Serra, il y a plusieurs églises chrétiennes et des bâtiments annexes. Ni le fort ni les églises n'ont jusqu'à présent été fouillés. Les moines ont construit leurs églises à l'intérieur du fort, probablement pour mieux en assurer la protection. De l'autre côté du fleuve, par rapport à Wadi Alpha, voici Bouenne. Bouenne, où les archéologues travaillent depuis plusieurs années, a sans doute été, il y a 40 siècles, le quartier général de la région militaire de la cataracte, et 2000 hommes de troupes y tenaient garnison. Les archers du pharaon pouvaient, par ces meurtrières, balayer toute la pente du fossé intérieur. Le revêtement des murs de ces forts, construits en briques de boue, est lisse. Lorsqu'il est désagrégé, l'intérieur du mur apparaît. Des solives de bois empêchaient les attaquants de creuser le mur à la base. Certaines de ces solives, entrecroisées, étaient d'une telle robustesse qu'elles sont encore en bon état aujourd'hui.
Évidemment, à la première atteinte des eaux du nouveau lac, les briques redeviendront de la boue. Patiemment, les archéologues mettent à jour les tours et les bastions de Bouenne. Il a même été possible d'en dessiner une reconstitution. Les fouilles du professeur Emery ont révélé une architecture militaire plus avancée que celle de l'époque des croisades. À Bouenne, il y a en effet 3 meurtrières par archer au lieu d'une seule. Bouenne était une véritable ville militaire fortifiée, avec son temple érigé haut au-dessus du niveau du fleuve. Sous ces pierres se trouve un temple encore plus ancien, qui pourra être mis à jour lorsque le premier temple sera démantelé pour être reconstruit ailleurs. Voici un relief représentant à Arca un grand roi de la terre de Couche qui devint pharaon. La reine Hatshepsut et le roi Thoutmôsis III de la 18e dynastie d'Égypte ont édifié le temple. Thoutmôsis III, qui vécut il y a 35 siècles, a gravé son nom et ses titres. Horus, seigneur de Bouenne, le dieu de bonté, Menkhéper-Ré, le fils de Ré, Thoutmôsis III, puisse-t-il donner la vie comme Ré, éternellement. Les travaux avancent. C'est une course contre le temps qui se joue avant que le musée vivant de Nubie, la terre de Couche, disparaisse à jamais. On a appelé la Nubie l'arène de l'ancien monde africain, et quelques érudits pensent que cette partie de la vallée du Nil peut recéler les clés de l'histoire de l'Afrique. La campagne internationale lancée par l'UNESCO pour assurer les fouilles archéologiques des sites et, si possible, sauver les monuments de l'antique Nubie est un défi à notre civilisation. Si nous ne le relevons pas, un chapitre important de l'histoire de l'humanité sera à jamais enseveli sous les eaux.